Bonjour, cette vidéo présente les modules étape NFC 1500 et NFC 13200. Les principaux sujets abordés seront le dimensionnement des câbles et la protection des personnes contre les chocs électriques. Cette présentation comprend deux parties. La première traite du dimensionnement des câbles, et en particulier la détermination du courant admissible, et la seconde partie concerne, elle, le dimensionnement du conducteur de protection vis-à-vis des courants de défaut et la protection des personnes contre les chocs électriques. Dans cette première partie, je vais lister les normes disponibles ainsi que la méthodologie de dimensionnement et les contraintes prises en compte. Ensuite, je réaliserai un exemple de dimensionnement d'un câble basse tension selon la norme NFC 1500. Cette diapositive présente certaines des normes disponibles avec étape. Les normes CEI 60364, BS 7671 et NFC 1500 sont applicables aux installations basse tension, c'est-à-dire les installations avec une tension alternative inférieure à 1000 volts et une tension continue inférieure à 1500 volts. La norme CEI 60502 est une norme pour le dimensionnement des câbles moyenne tension jusqu'à 35 kV, et la norme NFC 13200 est applicable elle aussi aux installations moyenne tension. Le chapitre qui traite du calcul du courant admissible des câbles est applicable aux installations alternatives ayant une tension comprise entre 1 et 36 kV. Enfin, la norme CEI 692 concerne le dimensionnement des câbles à bord des navires. Comme on peut le voir dans le tableau, ces normes comprennent un large éventail de modes de pose, aussi bien enterrés qu'aériens. Le dimensionnement des câbles est un processus itératif car plusieurs contraintes interdépendantes doivent être prises en compte. Les principales contraintes sont la limite thermique vis-à-vis des conditions normales de fonctionnement afin de définir le courant admissible. Les types de câbles et de protection contre les surcharges doivent être pris en compte. Les méthodes d'installation ainsi que les conditions ambiantes sont des données d'entrée des tableaux des facteurs de correction. Il est nécessaire de calculer la chute de tension et de la comparer à la plage de tension admissible des charges pour assurer leur bon fonctionnement en régime établi et lors des phases transitoires comme le démarrage d'un moteur. Il est également nécessaire de vérifier la contrainte thermique du câble vis-à-vis des courants de court-circuit. Il faut alors prendre en compte les courants de court-circuit maximum et minimum et le temps de déclenchement des dispositifs de protection associés. Enfin, les règles de protection contre les chocs électriques doivent être évaluées pour garantir la protection des personnes. La méthode de dimensionnement des câbles utilisée par les normes NFC 1500 et NFC 13200 pour le calcul du courant admissible est une méthode basée sur des tableaux de déclassement, contrairement à la norme CEI 60287 qui elle utilise une méthode basée sur des formules. Les normes NFC 1500 et NFC 13200 définissent un courant admissible de base qui dépend du type de câble et qui a été défini pour des conditions d'installation standard. Les méthodes basées sur des tableaux utilisent le concept de facteur de correction pour lequel le courant admissible de base est multiplié par le produit des facteurs de correction applicables. Ces facteurs de correction dépendent du mode d'installation et du milieu dans lequel le câble est installé. Les facteurs de déclassement sont utilisés pour prendre en compte les différences avec le cas de base, et les facteurs de correction communs comprennent la température ambiante, les groupements de circuits, et d'autres facteurs sont utilisés selon les modes de pose. Étape inclut également un facteur de correction défini par l'utilisateur qui offre une plus grande souplesse d'utilisation. Maintenant, je vais utiliser étape pour réaliser le dimensionnement d'un câble basse tension selon la norme NFC 1500. Tout d'abord, je vais vous présenter ce réseau électrique qui est alimenté depuis un réseau de distribution 20 kV. Un transformateur HTA-BT est utilisé pour abaisser la tension à 400 volts. Et le réseau électrique basse tension est composé d'un tableau général basse tension alimentant 3 tableaux divisionnaires. Le TGBT comprend une arrivée équipée d'un disjoncteur ouvert catégorie B et de 3 départs identiques équipés de disjoncteurs à boîtier moulé. Entre le tableau général basse tension et les tableaux divisionnaires, les câbles sont installés ensemble sur une échelle à câbles sur une partie de la liaison. La charge finale est simplement modélisée par une charge de 100 kVA. Donc nous allons dimensionner le câble alimentant le départ numéro 1. La première étape est de lancer un calcul de flux de puissance pour évaluer le courant circulant dans les câbles ainsi que la chute de tension. Donc pour ce faire, on active le module load flow et on clique sur l'icône pour lancer le calcul. Les fonctionnalités de dimensionnement des câbles se trouvent dans l'éditeur de câbles lui-même. Donc je vais vous présenter les principaux onglets de cet éditeur avant de débuter le dimensionnement du câble. L'onglet Info définit les caractéristiques générales telles que l'identifiant, la longueur du câble, le nombre de conducteurs par phase également. Il y a également un bouton d'accès à la librairie
à savoir que depuis la version étape 20.5, des câbles spécifiques pour le marché français sont disponibles. Ensuite, l'onglet Physical définit les matériaux et les dimensions des différents constituants du câble, comme l'âme, l'isolant ou encore les gaines. Ensuite, l'onglet Impédance permet de saisir les valeurs de résistance, réactance et admittance, ou bien d'afficher les valeurs provenant de la librairie. Il est également possible de calculer l'impédance du câble en fonction des caractéristiques dimensionnelles. Dans l'onglet Configuration, on peut assigner des conducteurs de neutre et de protection, ainsi que définir la résistivité du sol et le type de pose en nappe ou en trèfle pour les câbles unipolaires. Si les conducteurs de neutre et de protection font partie du même câble que les conducteurs de phase, alors ils sont visibles dans la partie Main du tableau. Et pour les câbles unipolaires, ils seront ajoutés dans la partie auxiliaire du tableau. Dans l'onglet Loading, il y a 3 options pour définir le courant de charge. Donc on a le courant de fonctionnement ou Operating Current, qui est un résultat provenant du load flow. L'option courant nominal d'un élément, que l'on peut choisir avec le menu déroulant ici. Et enfin, l'option définie par l'utilisateur. Pour cet exemple, je vais utiliser l'option Operating Current. À présent, je passe à l'onglet Capacity, avec lequel nous allons calculer le courant admissible. C'est dans cette page que l'on choisit la norme à appliquer pour l'analyse du câble. Ici, je sélectionne la norme NFC 1500. Tous les modes de pose définis dans la norme française ont été implémentés. Je vais sélectionner le type de mode de pose échelle à câble, comme représenté sur l'image insérée sur le schéma juste à côté du câble. Vous pouvez noter que le courant de base a été mis à jour avec une valeur de 382 ampères. Ce courant de base a été défini pour une température ambiante de l'air de 30 degrés et une température maximale du conducteur de 90 degrés, conformément à la norme NFC 1500. Ensuite, je sélectionne le nombre de couches de câbles et le nombre de circuits. Donc, les 3 circuits alimentant les tableaux divisionnaires sont installés sur la même échelle à câble. Donc je sélectionne une couche de câble et 3 circuits. Puis je vais saisir la température ambiante. Ici ce sera 40 degrés. On peut vérifier les facteurs de déclassement pour chacune des caractéristiques saisies, ainsi que le facteur de déclassement global en cliquant sur le bouton Correction Factors. Il y a 3 options pour définir le courant admissible qui sera également utilisé pour des alertes de surcharge des câbles du module de flux de puissance. La première option, Derated, prend en compte les facteurs de déclassement définis dans cet onglet. La deuxième option, User Define, avec laquelle vous pouvez saisir le courant admissible qu'un fabricant de câbles vous aurait donné par exemple. Et enfin, UGS, dans ce cas, le courant admissible est celui calculé par le module UGS qui concerne les câbles enterrés et les méthodes de calcul NER, McGrath et CEI 60287. Dans la zone des résultats, on peut voir le courant admissible du câble calculé en fonction des modes de pose et des conditions ambiantes. Ici, 285 ampères pour un câble de 120 mm². Je passe à l'onglet suivant, l'onglet Protection. Sur cette page, nous allons sélectionner les appareils de protection pour calculer la contrainte thermique maximale du câble. Pour mettre à jour automatiquement les courants de court-circuit minimum et maximum, il faut lancer le calcul de courant de court-circuit en mode STAR, protection et coordination. Donc, pour ce faire, je ferme l'éditeur de câbles. Je sélectionne le mode STAR, protection et coordination. Je vais commencer par sélectionner le cas d'étude maximum qui a été défini pour les facteurs Cmax. Et ensuite, je clique sur l'icône pour lancer le calcul. On peut vérifier dans l'éditeur de câbles que les courants de court-circuit maximum ont été mis à jour. À présent, je vais lancer le calcul de courant de court-circuit minimum. Donc je sélectionne le cas d'étude minimum préalablement défini. Je vais pouvoir sélectionner dans le menu Tools, Options, Preferences, une option qui permet de prendre en compte l'extrémité du câble pour laquelle le courant de court-circuit est le plus faible. Voilà.
De cette manière, l'extrémité avec le courant le plus faible est sélectionnée et on peut voir que les calculs de courant de court-circuit minimum sont également mis à jour. Une fois les courants de court-circuit calculés, il faut sélectionner l'appareil de protection pour calculer le temps d'élimination du défaut. Étape, calcule également le courant de boucle de défaut qui prend en compte le retour par le conducteur de protection défini dans l'onglet Configuration. L'étape suivante consiste à sélectionner les contraintes pour le dimensionnement des conducteurs de phase. Cette étape est réalisée dans l'onglet Sizing Phase. C'est dans la zone à gauche que se trouvent les contraintes de dimensionnement. Elles peuvent être activées ou désactivées en cochant les cases correspondantes qui se trouvent sur la gauche de la fenêtre. La première contrainte, Loading pour le courant de charge. Pour cet exemple, nous avions choisi dans l'onglet Loading le courant calculé lors de l'analyse de flux de puissance comme courant de charge. Ensuite, on saisit la chute de tension maximale acceptable pour ce câble, pour la contrainte max VD. On va saisir ici une valeur de 2%. La tension de base est indiquée sur la droite, ainsi que la longueur de câble pour laquelle la chute de tension spécifiée est atteinte. La chute de tension sera calculée pour un facteur de puissance de 100% si la case est décochée, ou bien pour la valeur de facteur de puissance indiquée si la case est cochée. La contrainte suivante, short circuit, donc si cette case est activée, alors étape va définir la contrainte maximale en cas de court-circuit à partir des valeurs saisies dans l'onglet protection. La cellule min size indique la section minimale du conducteur par rapport à la tenue au courant de court-circuit. Le câble plus critique est automatiquement sélectionné et les valeurs de courant de court-circuit ainsi que le temps d'élimination sont reportés ici. La contrainte suivante concerne la protection contre les surcharges. Donc, elle prend en compte à la fois le courant nominal de la protection contre les surcharges et son courant conventionnel de fonctionnement pour définir une section minimale. La dernière contrainte concerne les harmoniques de rang 3 qui peuvent être considérées si nécessaire. Dans cet exemple, on va considérer qu'il n'y en a pas. Dans la partie haute de la fenêtre se trouve la zone dédiée aux résultats. Un résumé des principales grandeurs calculées est fourni. La section de câble optimale ainsi que la section juste en dessous sont proposées. Ici, c'est un câble par phase de 70 mm avec un conducteur en cuivre et un isolant de type XLPE qui est sélectionné. Ce câble a un courant admissible de 200 A et une chute de tension de 0,81%. Comme on peut le voir, c'est la contrainte liée à la protection contre les surcharges qui est la plus contraignante. Sans cet aspect, un câble de 50 mm aurait pu être utilisé. Pour sélectionner la section du câble, je viens cliquer sur le bouton Select qui va mettre à jour automatiquement la section du conducteur. Maintenant, je vais mettre à jour la section du conducteur de protection. Dans l'onglet Configuration, je vais choisir une section égale à la moitié du conducteur de phase, soit 35 mm dans ce cas. Des fonctionnalités similaires sont disponibles pour les câbles HTA. Je vais fermer le câble basse tension et ouvrir l'éditeur d'un câble HTA. Et on va s'intéresser plus particulièrement à l'onglet Capacity qui comprend les facteurs de déclassement. La liste des normes est mise à jour en fonction de la tension du câble. La méthodologie présentée pour le câble basse tension reste valide pour les câbles HTA. Tous les modes d'installation de la norme NSC 13200 ont été implémentés dans cet éditeur de câbles. Donc la méthodologie est la même et à présent je vais retourner dans l'éditeur de câble basse tension pour poursuivre le dimensionnement du conducteur de protection et vérifier la protection contre les contacts indirects. Le dimensionnement du conducteur de protection est réalisé dans l'onglet Sizing Ground P. Cet onglet comprend deux sous-onglets. Le premier pour évaluer la contrainte thermique. Donc, la contrainte thermique maximale pour le défolateur est obtenue à partir des informations de l'onglet protection. Cette valeur est comparée à la tenue du câble. Dans le cas présent, le critère de dimensionnement avec une section requise d'au moins 25 mm pour un câble de 35 mm est respecté. Je vais maintenant aborder la protection contre les contacts indirects. Tout d'abord, le schéma de liaison à la terre doit être identifié. Pour permettre la détection automatique du schéma de liaison à la terre, il faut activer une option dans le menu Tools Options Preference.
ensuite dans la section Cable Sizing, et c'est l'option Earthing Type Determination qu'il faut passer à l'état vrai. Donc ici, le schéma de liaison à la Terre est TNS, il est défini au niveau de la source, qui est un transformateur AVSeur. Une fois l'option activée, le type de mise à la Terre est visible depuis l'éditeur de câbles dans l'onglet Electric Shock. Donc dans cet onglet, on peut voir l'impédance et le courant de boucle des défauts Terre, ainsi que le temps de déconnexion et la tension de toucher. À côté des valeurs calculées se trouvent les valeurs permissibles. Comme on peut le voir, les critères de la norme NFC 1500 ne sont pas remplis pour ce départ. L'impédance de boucle est trop importante, ce qui engendre un temps de déconnexion supérieur à la valeur maximale autorisée de 5 secondes. Donc il y a deux solutions pour respecter ces critères. La première est de réduire l'impédance de boucle de défaut en augmentant la section des conducteurs. Par exemple, on peut modifier la section du conducteur de protection pour qu'elle soit égale à celle des conducteurs de phase, soit 70 mm². Avec cette nouvelle section, les critères sont respectés et le temps de déconnexion est bien inférieur au temps maximum permissible. La deuxième solution est de garder une section de 35 mm² pour le conducteur de PE et de modifier les réglages de la protection en amont. Ici, on voit qu'en gardant un conducteur de protection de 35 mm², le courant de boucle de défaut est dans la tolérance du déclencheur de la protection en amont. Donc, en réduisant le seuil de cette protection, on va réduire le temps de déclenchement et donc le temps de déconnexion respectera les contraintes de la norme NFC 1500. On peut vérifier le nouveau temps de déclenchement en cliquant sur le câble depuis la vue de protection. Et dans le menu Electric Shock, on voit qu'à présent, le temps de déconnexion est bien inférieur au temps maximum permissible de 5 secondes. Pour analyser les câbles, un outil spécifique a été créé, c'est le Cable Manager. Grâce à cet outil, il est possible de visualiser l'ensemble des câbles, leurs caractéristiques techniques ainsi que les résultats de calcul. Les onglets du Cable Manager reprennent ceux de l'éditeur de câbles. Il permet la gestion des câbles par lot, de visualiser des alertes. Par exemple, dans l'onglet Capacity, on verra les alertes liées au courant admissible, et dans l'onglet Electric Shock, celles liées à la protection contre les contacts indirects. Il est également possible de générer des rapports Excel avec le bouton Export. Merci d'avoir écouté cette présentation sur les normes françaises NFC 1500 et NFC 13200. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez voir notre tutoriel sur notre site internet etape.com ou bien sur notre chaîne YouTube. Merci.